Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs semaines, le mouvement HLM, auquel se sont associés les professionnels du bâtiment et les associations de locataires, tire la sonnette d'alarme. La demande qui est faite aux bailleurs sociaux de compenser la baisse de l'APL par une baisse de leur loyer va les priver de 1,7 milliard d'euros de recettes. Dès 2018, le pronostic vital d'environ 200 organismes sera engagé. D'ici 5 ans, c'est l'intégralité des bailleurs sociaux qui sera en grande difficulté. À cela s'ajoute, dans le projet de loi de finances, l'augmentation de 100 millions des cotisations au FNAP, ainsi que le gel des loyers en 2018, pour un manque à gagner d'environ 150 millions d'euros. Ce sont donc, mes chers collègues, 2 milliards d'euros de ressources qui vont manquer au logement social. Si le PLF 2018 est adopté en l'état, nous connaîtrons un ralentissement brutal des constructions neuves, y compris dans le secteur privé, puisqu'une partie des opérations sont mixtes et vendues en VFA. Nous connaîtrons également un ralentissement des réhabilitations énergétiques, ainsi qu'une réduction drastique des crédits d'entretien. Et le gouvernement, monsieur le ministre, ose parler d'un choc de l'offre. Je suis désolé de vous dire que c'est plutôt un choc dans le mur, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous préparer. Le gouvernement s'est enfermé dans une logique purement comptable qui pèche par son uniformité, alors même que les situations des bailleurs sur nos territoires sont diverses. Une logique au demeurant totalement injuste, puisqu'elle ponctionne les 9 milliards d'APL versés dans le secteur HLM, sans s'interroger sur les 9 autres milliards d'euros versés cette fois-ci dans le secteur privé. Il semble que de telles considérations n'ont pas encombré le gouvernement. Il a besoin d'1,5 milliard pour équilibrer son budget, et la mesure sur l'APL peut lui en rapporter près de 2. Permettez-moi d'indiquer que ce n'est pas l'amélioration des conditions d'emprunt, l'augmentation inapplicable des surloyers ou encore la vente de logements à des locataires impécunieux qui permettront de compenser une telle perte. Alors je devine évidemment, monsieur le ministre, les arguments du gouvernement. Le président de la République a lui-même déclaré, et je reprends ses mots, qu'il a 2 problèmes avec les HLM. Premièrement, le trop grand nombre d'opérateurs qu'il estime à 800. Notons au passage que l'USH ne recense que 519 organismes dans le domaine du locatif social. Deuxièmement, la mauvaise circulation du capital avec des organismes qui auraient des trésors sans construire. Dès lors, mes chers collègues, la volonté du gouvernement apparaît clairement. Phase 1, il appauvrit les bailleurs, et phase 2, il livre les plus fragiles à l'appétit des plus solides. Voilà la stratégie pour le logement demain, si nous n'y prenons pas garde. Ainsi, on réduit drastiquement le nombre d'organismes, ainsi les capitaux circulent. Alors circuler, il n'y a plus rien à voir. Monsieur le ministre, votre gouvernement a-t-il bien conscience des conséquences qu'aura sa politique? Est-il conscient de son impact sur l'emploi? Les HLM génèrent 17 milliards de travaux par an, mobilisent l'équivalent de 170 000 emplois non délocalisables dans le secteur du bâtiment, et souvent d'ailleurs de manière contracyclique. Le gouvernement, monsieur le ministre, est-il conscient de son impact sur la fiscalité,
Chaque année, les organismes HLM acquittent 1 milliard d'euros de TVA. Le gouvernement est-il conscient, monsieur le ministre, que faute de bailleurs, l'article 55 de la loi SRU va devenir inopérant? Le gouvernement, monsieur le ministre, est-il conscient du risque encouru par les collectivités territoriales en cas de mobilisation des garanties d'emprunt? Le gouvernement est-il conscient, monsieur le ministre, que les organismes ne pourront plus s'engager dans la rénovation urbaine alors même qu'ils avaient financé 45% du PNR1, soit 3 milliards d'euros sur leurs fonds propres? Le gouvernement est-il conscient, monsieur le ministre, enfin, de la fracture sociale et territoriale qu'il va exacerber en créant des organismes de taille gigantesque qui siphonneront les loyers des territoires périphériques pour construire en zone tendue? Monsieur le ministre, baisser drastiquement l'APL revient à déstructurer tout le secteur du logement social, sans que nous en discutions, sans une bribe de débat et sans vision d'ensemble. Je crains, pour tout vous dire, un incroyable rendez-vous manqué. Permettez-moi d'identifier un problème de méthode. Est-ce comme cela que nous réformons dans notre pays? Sans concertation, en marche forcée, avec des objectifs budgétaires, mais sans stratégie pour le secteur. Permettez-moi ensuite, monsieur le ministre, de pointer une vraie méconnaissance du monde HLM. Face aux millions de chômeurs, de pauvres, de mal logés, face aux défis de l'aménagement équilibré de notre territoire, le logement aidé est au cœur de notre pacte social. Il mérite un débat plus large qu'un débat budgétaire. S'il doit être réformé, cela ne peut pas être au détour d'un article du projet de loi de finances. Profitons d'être à la croisée des chemins pour nous poser des questions fondamentales. À quoi doit servir le logement social? À loger uniquement les plus défavorisés ou à organiser la mixité sociale? Il s'agit là d'un véritable débat de société. Comment doit-il fonctionner? Quel est le rôle de l'État? Après s'être désengagé de l'aide à la construction, doit-il ne plus contribuer à la solvabilité des ménages? J'aimerais, monsieur le ministre, avancer quelques propositions. Ne soyons pas uniquement fixés sur les économies à réaliser. Certes, le logement social doit pouvoir être plus efficient. Nous ne mettons pas cela en cause. Mais il peut aussi bénéficier ou générer de nouvelles recettes. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons drainer de l'argent privé vers le logement social, par le biais de dispositifs de défiscalisation, par exemple. La Fédération des offices propose pour sa part une hausse conséquente de la TVA sur la construction de logements neufs. Réfléchissons à la mise en œuvre de 2 stratégies distinctes en fonction des territoires. L'une axée sur la production massive de logements en zone tendue, l'autre sur l'équilibre du territoire et le renouvellement des populations en zone périphérique ou rurale, en élargissant les compétences des organismes autour d'objectifs partagés, la revitalisation des centres-bourgs, les services à la population, l'ingénierie auprès des collectivités. Réfléchissons à optimiser le traitement de la demande de logement par le biais, par exemple, de plateformes nationales dont l'objectif serait la garantie d'une attribution suite à une mutation professionnelle. Réfléchissons aussi au bâti. Depuis la loi de 2005 sur l'accessibilité, par exemple, on assiste à une dédensification des constructions, alors même que le prix du foncier est un enjeu majeur. 2/3 des nouveaux immeubles ne dépassent pas 3 niveaux. La plupart des logements sont accessibles, ce qui génère des surcoûts. Pourrions-nous réfléchir à des immeubles avec une mobilité assurée, quelle qu'en soit la hauteur, et à des logements vraiment évolutifs? Vous voyez, monsieur le ministre, ce débat peut être passionnant et des solutions sont envisageables. Je vous propose donc, dans l'immédiat et face à l'urgence budgétaire, que vous puissiez vous engager à réécrire l'article 52 du projet de loi de finances en bonne intelligence et en lien avec tous les partenaires. Le Sénat s'honorerait de participer à un tel exercice. Sachez par ailleurs qu'il est très sensible à la problématique du logement dont la réalité se vit
tous les jours dans les territoires. Il sera toujours disponible pour débattre et contribuer à une réforme globale du logement. En conclusion, monsieur le ministre, vous aurez compris mon message. Ne prenons pas le risque de déstabiliser durablement un secteur qui recouvre tant d'enjeux sociaux et économiques. Ne passons pas à côté d'une vraie réforme pour réaliser des gains relatifs si l'on considère l'effet de levier du logement dans notre pays. J'espère que vous nous entendrez et merci de votre attention. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, pour une durée de 10 minutes environ. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je vais essayer de répondre dès mon propos introductif à beaucoup des points que vous avez évoqués, Monsieur le sénateur Dubois. La première chose, et je le dis avec énormément de conviction et aussi de fermeté, le gouvernement ne cherche en rien à déstabiliser le secteur des HLM, en rien. Et je le dis avec d'autant plus de fermeté, pour toutes celles et ceux qui ont pu avoir des échanges avec ces organismes, avec ces sociétés, et savent que les discussions que nous avons avec eux, nous les avons depuis le premier jour. Nous les avions d'ailleurs entamées bien avant le débat sur les APL, bien avant, et nous les avons toujours eues avec un seul souci, de se demander comment fait-on pour résorber la situation actuelle où effectivement il n'y a pas suffisamment de logements sociaux en France. On a entendu tout et son contraire sur le sujet. On nous a d'abord, pendant l'été, accusé, nous, le gouvernement, de vouloir revenir en arrière sur la loi SRU. On nous a ensuite dit que le gouvernement, pour diminuer le nombre de demandeurs de logements sociaux, allait revoir ce loyer d'éligibilité, ce revenu d'éligibilité à partir duquel quelqu'un pouvait avoir accès au logement social. Tout ça a été totalement faux. Depuis le premier jour, avec l'ensemble des bailleurs, nous avons entamé une discussion de fond pour voir comment améliorer la situation à la fin au bénéfice des locataires. J'y reviendrai. Donc oui, monsieur le sénateur, le gouvernement est conscient de la nécessité de préserver le modèle du logement social. Oui, monsieur le sénateur, le gouvernement est conscient de l'enjeu de la rénovation urbaine, et le gouvernement sait très bien que la rénovation urbaine, c'est pas financé uniquement par l'État, c'est pas financé uniquement par l'Union sociale habitat ou par Action Logement, c'est financé par les bailleurs eux-mêmes qui, à la fois, contribuent au programme de l'ANRU, mais surtout financent, à chaque fois que l'ANRU met 1 euro, financent par de la dette supplémentaire les projets de rénovation urbaine. L'engagement de l'État sur la rénovation urbaine, mais on en reparlera pendant les questions qui suivront nos propos introductifs, l'engagement de l'État, c'est de mettre 1 milliard d'euros pour doubler, in fine, le nouveau programme de l'ANRU. 1 milliard d'euros, ce fameux milliard d'euros dont on entend parler depuis des années et qui n'avait jamais été budgété. On le fait puisque le projet de loi de finances inscrit déjà ses premiers crédits dessus. Oui, monsieur le sénateur, le gouvernement est aussi conscient que le système actuel, il n'est pas optimal, il n'est pas suffisamment efficient et que des choses peuvent être faites. Oui, monsieur le sénateur, le gouvernement est conscient que les différents offices, les différentes sociétés n'ont absolument pas les mêmes caractéristiques, n'ont absolument pas les mêmes solidités de bilan, n'ont absolument pas les mêmes capacités d'emprunt, n'ont absolument pas les mêmes niveaux de ressources, et même plus, n'ont absolument pas la même attention vis-à-vis d'un public social ou d'un public à aider très fortement. Quand vous prenez le taux de personnes aux APL, il diffère de manière significative entre offices ou entre sociétés. Significative, vous pouvez avoir des offices avec 15% de personnes aux APL et d'autres avec 75 ou 80%. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui ont le plus de personnes aux APL sont ceux qui sont souvent dans des situations financières plus difficiles et souvent dans des territoires qui ont trop souvent été oubliés. Donc oui, le gouvernement en a pleinement conscience et le gouvernement, dans tout ce qu'il fait, prend cela en considération. Et oui, enfin, monsieur le sénateur, le gouvernement est attaché à une méthode de discussion, une méthode de concertation. Je l'évoquais tout à l'heure, comment madame la sénatrice Estrosi Sassone m'interrogeait. Au premier jour, lors de notre nomination avec Jacques Mézard, on a rencontré les bailleurs sociaux. J'étais encore avec eux hier soir, j'étais encore avec eux ce matin. Je les vois absolument tous les jours ou tous les 2 jours dans ce souci de concertation et de discussion. Alors pourquoi
aujourd'hui, la situation peut être améliorée. Je vais vous prendre quelques exemples. Et je vais vous parler vraiment en toute franchise et en toute transparence. On a évoqué avec l'ensemble des bailleurs sociaux un certain nombre de pistes de travail. La première piste de travail, c'est de voir comment vous pouvez améliorer le financement des opérations de logements sociaux. Je vais prendre 2 exemples. Aujourd'hui, on le sait bien, un logement social, c'est financé uniquement sur un apport de capital et de la dette par les bailleurs. Et cette dette est apportée par l'État, ou plus précisément la Caisse des dépôts, avec une contre-garantie des collectivités locales, qui est un point essentiel et très important. Essentiel et très important. Il s'avère que tous ces outils-là, en tout cas dans son aspect de financement, il est dans les mains de l'État et de la Caisse des dépôts notamment. Et donc on a entrepris un travail, parce que ça les bailleurs sociaux oublient souvent de vous le dire, mais demandez-leur, on leur a communiqué à chacun. L'État est entré avec eux, avec un souci, c'est de savoir comment on pouvait améliorer ces opérations de financement. Des exemples là aussi très précis. Les bailleurs sociaux nous disent, nous on veut des prêts de haut de bilan. Alors je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais ça permet d'avoir plus de capital, et donc c'est un élément très bénéfique. C'est 2 milliards qu'on leur propose. Ils nous disent, aujourd'hui on ne peut s'endetter qu'avec des prêts à taux variables. Pour les financiers que vous êtes, ces prêts à taux variables, ça veut dire que chaque année vous ne savez pas comment vous pourrez, quelles seront les sommes que vous devrez verser. On leur propose pour la première fois des prêts à taux fixe avec des remboursements qu'on appelle in fine. Ça veut dire que le remboursement n'intervient qu'à la fin. C'est un impact direct sur leur trésorerie. Ils nous disent il faut améliorer notre capacité à rénover énergétique. C'est 3 milliards d'euros qu'on leur propose. 3 milliards d'euros. Ils nous disent aussi, dans certains cas, il faut qu'on puisse avoir des allongements de prêts et que d'ailleurs, si vous nous proposez d'allonger ce prêt, parce qu'on le fait à hauteur de 30 milliards d'euros, 30 milliards, ça n'a de sens que si le coût supplémentaire d'un allongement, il soit pris en charge par l'État et par la Caisse des dépôts. Alors, on leur a répondu, OK, on est prêt à en discuter pour que ce surcoût à terme, parce que le bénéfice est mois par mois, ce surcoût à terme soit pris en charge par l'État et la Caisse des dépôts. C'est ça la réalité. Et puis, avec les bailleurs sociaux, on leur dit en revanche, tout ce gain supplémentaire, il doit être mis au profit des locataires. Et il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on a un système des APL qui est inflationniste au possible et qui n'est pas pérenne. Alors on peut se dire ce qu'on veut, on peut se dire on continue à vivre comme ça avec le système des APL, c'est pas pérenne. Il y a une erreur fondamentale qui a été faite à la fin des années 70, qui a été de se dire on passe d'une aide à la construction à une aide au logement. Elle était sûrement juste à l'époque, mais la conjoncture économique qui s'en est suivie a montré qu'en faisant ça, en fait, on a cessé d'accroître les aides personnelles au logement. Et donc, ce qu'on dit aux bailleurs sociaux, c'est que tout ce gain supplémentaire que vous avez, il faut qu'en revanche, on puisse ensemble en faire à la fin profiter le mécanisme tout entier des APL et donc de participer à la diminution de cette charge qui aujourd'hui représente 18 milliards d'euros. 18 milliards d'euros, c'est la moitié du budget de l'éducation nationale. Un peu moins, mais pas très loin. C'est la moitié, en tout cas, du budget de la défense nationale. La moitié du budget de la défense nationale. C'est ça la réalité. Deuxième élément. Un bailleur social, aujourd'hui, comme je le disais, il est financé donc par de l'emprunt, par de la dette. Il y a 4,5 millions de logements sociaux. 4,5 millions de logements. Au premier jour, avec l'ensemble des organismes HLM, notamment leurs représentants, on leur a dit, est-ce qu'on peut ensemble travailler sur cette accession sociale, c'est-à-dire permettre à certains de pouvoir acquérir leur logement. Mais pourquoi on leur a dit ça? Je vais faire un tout petit calcul de coin de table, mais très très rapide. Aujourd'hui, quand vous êtes un bailleur social, tous, bailleurs, office, société, le logement, c'est-à-dire l'actif, est valorisé à 0 dans vos comptes. 0. C'est 4,5 millions de logements qui sont valorisés à 0 dans les comptes de tous les offices et toutes les sociétés. Pourquoi? Parce qu'il est réputé que vous ne pouvez pas les vendre. Certains économistes vous disent que la valeur de tout cela, c'est 230 milliards. Certains. Moi, je ne crois pas qu'on peut raisonner ainsi. En revanche, je dis, et j'en suis convaincu, vous savez, dans les logements sociaux, vous avez plein de types de logements différents. Vous avez les PLAI, les plus, et puis ce qu'on appelle le PLS. Le PLS, c'est ceux qui sont le plus proches du logement intermédiaire ou du logement privé. C'est à peu près 20%. Donc sur les 4,5 millions, c'est à peu près 900 000 logements. À l'intérieur de ces logements, il y en a, pas tous, mais il y en a qui souhaitent pouvoir acquérir leur logement. Ça emporte d'autres difficultés qu'il faut régler, des difficultés de copropriété par exemple. Ces difficultés de copropriété, il faut apporter des solutions. Imaginons, aujourd'hui vous avez donc 4,5 millions de ménages, à peu près
grosso modo 900 000 ménages qui sont dans ce qu'on appelle ces logements de PLS. Chaque année, on vend à peu près 8 000 logements, 8 000, simplement sur les 4,5 millions. Si demain, on passait à 20 000 logements, imaginons que 20 000 logements, ça représente à peu près 100 000 euros un logement. Ça fait 2 milliards d'euros. Le revenu annuel, donc je parle de 20 000 logements sur 4,5 millions, le revenu annuel total des bailleurs sociaux, c'est-à-dire les loyers qu'ils perçoivent, c'est un peu plus de 20 milliards. Ce 2 milliards, c'est 10% des loyers. 10%. Et ça, c'est un vrai sujet de travail qu'on a, une vraie piste d'amélioration qu'on a avec eux, parce qu'à la fin, ça fait quoi? Ça permet de rentabiliser une opération beaucoup plus fortement et de diminuer les loyers pour les locataires, pour les bénéficiaires. Et je parle bien là d'accession sociale, je ne parle pas du tout de vente à des institutionnels ou autres, je parle vraiment d'accession sociale. Et donc ça, ce volet-là, c'est une deuxième piste de travail qu'on a avec eux et sur lequel beaucoup sont tout à fait enclins à travailler en ce sens. Et d'ailleurs, dans le projet de loi, et ce sera un sujet sur lequel il faudra qu'on travaille avec vous, dans le projet de loi de logement, on apportera les modifications pour faciliter cette accession sociale. Troisième sujet, j'essaie d'être très rapide, troisième sujet, ça concerne le regroupement que vous avez évoqué, monsieur le sénateur Dubois. Ce regroupement, il est aujourd'hui appelé de ses voeux par les organismes et les sociétés HLM. On en a beaucoup discuté avec eux, il est appelé de leurs voeux par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est plus de possibilités aussi d'accueillir des gens avec plus de difficultés financières. Quand j'évoquais tout à l'heure ces disparités d'un bailleur social à un autre, mais il faut aussi rassembler. Alors, ça dépend ce qu'on appelle rassembler. Beaucoup se sont organisés en GIE, par exemple. D'autres se sont vraiment solidifiés dans des groupes. En tout cas, il faut rassembler pour pouvoir accueillir aussi des publics plus sensibles quand, justement, certains n'ont pas la capacité de les accueillir. Mais c'est aussi plus de capacité financière à la fin pour pouvoir mieux construire. Et enfin, dernier point sur ce volet du logement social, monsieur le sénateur, que vous évoquiez. Une fois qu'on a parlé du financement, une fois qu'on a parlé de la vente, une fois qu'on a parlé du regroupement, il y a effectivement cet article 52 du projet de loi de finances. L'article 52 du projet de loi de finances, c'est l'article sur lequel nous négocions aujourd'hui avec l'ensemble des bailleurs sociaux. Comme je vous l'indiquais, et vraiment en toute transparence, en toute franchise, on en discute absolument tous les jours. Les bailleurs sociaux nous ont dit au début, ce que vous nous avez proposé, notamment les améliorations de financement, ça ne nous convient pas. On a continué à travailler, on les a revus, on leur a écrit, et c'est le Premier ministre lui-même qui l'a fait, et aujourd'hui, de même, ils voient des avancées significatives sur ce package financier. Ça ne leur convient toujours pas. Je ne vais pas me cacher derrière une contre-vérité, ça ne leur convient toujours pas. Je pense que la presse et les campagnes de pub qui financent le montrent. Mais on a aujourd'hui de vraies pistes de travail avec eux. Je vais vous donner des exemples, on pourra en revenir dans les questions. Ils trouvent que l'article 52, qui repose que sur une baisse de loyer, est peut-être trop rapide. Vous l'avez évoqué, monsieur le sénateur. Ils nous demandent si on peut évoluer, par exemple, sur des sujets tels que la taxation comme la TVA. Parce que pour eux, c'est plus de souplesse, plus de simplicité pour monter en puissance. On est en train de travailler avec eux dessus. Si ça peut permettre, à terme, de baisser effectivement la dépense des APL, mais de le faire de manière plus progressive en travaillant sur la TVA. Donc ça, on en a rediscuté encore hier soir avec eux, encore ce matin. C'est une piste de travail sur laquelle on avancera. Je reviendrai dans les questions, je ne veux pas être plus long parce que le temps qui m'est imparti est révolu, mais je voulais juste également insister sur 3 derniers points. Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, beaucoup de pistes en appelant le gouvernement à pouvoir y répondre positivement. Parmi toutes ces pistes, il y en a beaucoup qu'on fait déjà et sur lesquelles nous sommes totalement alignés. J'ai noté notamment la TVA, je viens d'en parler. J'ai noté la rénovation des centres-bourgs. Notre conviction avec Jacques Mézard, c'est que les centres-bourgs, notamment la rénovation des centres-villes de villes moyennes, a été l'un des terribles oubliés des dernières années. Et donc, dans toutes les négociations que nous avons faites, nous sommes en train de lancer un plan de logement de rénovation qui est déjà en construction depuis maintenant 2 mois. Et nous avons notamment obtenu d'Action Logement qui puisse financer à hauteur de 1,5 milliard sur 5 ans la rénovation dédiée des centres-bourgs de villes moyennes. Parce qu'il faut en faire un axe fort de la politique du logement. Vous avez évoqué également, monsieur le sénateur, les systèmes de plateformes. Il y a aujourd'hui une plateforme d'attribution qui s'appelle les plateformes SNE. Je suis d'accord avec vous, il faut voir comment on peut améliorer le système. Vous avez enfin éfoncé la question du bâti, avec, vous le mentionnez, le prix du foncier. Vous avez raison, aujourd'hui, le prix du foncier, dans certaines opérations en zone tendue, c'est 30 à 50% du prix de l'opération.
Et qu'est-ce qu'on fait dans le choc de l'offre, non pas le choc dans le mur, dans le choc de l'offre que nous essayons de porter? Qu'est-ce qu'on fait? Un truc assez simple, en fait, on aligne les intérêts des uns et des autres. Parce que le système du logement, dans le secteur privé notamment, il y a un truc qui est aberrant, c'est que les intérêts des uns et des autres, ils ne sont pas alignés. Dans la vie, quand les intérêts ne sont pas alignés, quand les vents sont contraires, à la marée, vous avancez pas, vous faites du surplace. Et typiquement, c'est pour ça qu'on va faire un abattement fiscal massif avec, si moi, en tant que citoyen cherchant un logement, j'ai besoin d'un terrain, mais vous, certains d'entre vous, en tant que propriétaire, vous n'avez pas intérêt à me vendre parce que si vous attendez 22 ans avant de vendre, à ce moment-là, vous ne paierez pas d'impôt sur la plus-value immobilière, le truc, il ne va pas marcher. Et donc, ce qu'on dit, c'est que tout propriétaire du bâti, du foncier, qui vend d'ici fin 2020, aura un abattement spécifique, 100% si c'est pour vendre logement social, 85% pardon, si c'est pour du logement intermédiaire, et 70% si c'est pour du logement privé. On aligne les intérêts. On fait la même chose avec les entreprises. Alors je conclus. On fait la même chose avec les entreprises, et c'est également un des axes de travail que nous avons dans le cadre de la conférence nationale des territoires. Enfin, vous évoquiez les logements évolutifs. Les logements évolutifs, nous avons beaucoup travaillé avec notamment l'APF, l'Association des paralysés de France, et nous sommes avec eux tombés sur un schéma global de ce que doit être un logement évolutif. Nous l'avons défini avec eux. Sur ce dernier point, je pense qu'il y a ce sujet-là, mais qu'il ne faut pas non plus se tromper d'objectif. Le vrai sujet de l'accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de handicap, ce n'est pas que les logements neufs, c'est avant tout les logements existants et notamment les logements publics. Quand vous voyez que notre ministère aujourd'hui n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap, je suis mal placé pour donner des consignes aux uns et aux autres en disant « faut en faire plus », alors que mon ministère lui-même n'est toujours pas accessible. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.